Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le concours de recrutement des spécialistes en douane organisé en février 2019 a été annulé et l'annonce a été faite par le ministère des Finances à travers un communiqué de presse. Une décision qui a suscité la réaction des concernés dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. À l'annonce de cette nouvelle qui est tombée comme un grain de sable dans l'œil, les admis au concours de douane étaient dans l'inertie totale. Et ils ont cherché à savoir les raisons de l'annulation de leur concours. Nous l'avions prise naturellement de manière surprenante parce que jusqu'à une certaine étape, nous avons foi, nous avons espoir que les autorités étaient de bonne foi, que ces autorités tenaient coûte que coûte à ce que ce concours soit validé. Et l'ont démontré à travers la saisine de plusieurs instances lorsque ce concours avait créé des problèmes et que ces instances ont eu à faire leur travail et qu'à l'issue de leurs travaux, ils ont eu à produire leurs résultats. À notre grande surprise, hier soir, vers 19h, on l'a appris comme vous sur les médias à travers un communiqué suicidaire que le ministre des Finances a tout simplement pris sa latitude ou la latitude d'annuler 7 arrêtés sur 8. Et l'arrêté qui a été validé n'a prévu que 20 inspecteurs centraux. Ça veut dire que sur les 150 déclarés admissibles le 14 mai, on se retrouve finalement avec 20 admissibles. Ce qui pour nous est totalement injuste dans la mesure où la base sur laquelle le ministre se fonde est totalement infondée. Notre inquiétude, notre désespoir de décrier cette situation qui pour nous est manifestement irrégulière, cette situation pour nous qui est manifestement arbitraire. Cela prouve à suffisance que le ministre ou le communiqué du ministre ou l'acte d'abrogation du ministre n'a aucune base légale. Quand on est en face d'un rapport ou d'une décision, la logique aurait voulu en tant qu'autorité politique de se baser sur une décision de justice. La désolation, la déception, le découragement, ce sont là, entre autres sentiments qui animent ces admis en douane restés de marbre qui estiment être victimes d'une injustice. L'article 169 du statut de la douane qui dit qu'il faut avoir un master ou une maîtrise de l'enseignement supérieur ou ayant suivi une formation en douane. Et le débat s'était posé, est-ce que pour les spécialistes, en l'occurrence, il fallait une formation en amont ou en aval? Et le débat, avant même l'organisation du concours, la commission qui s'est eu à prononcer sur la question a dit que pour les spécialistes, on ne peut pas exiger en amont une formation en douane. C'est à l'État de décider, après leur admission, de les envoyer pour une formation. Et la preuve, les arrêtés d'ouverture confirment en tout cas cette vision des choses. Ce qui prouve effectivement que nous sommes devant une injustice flagrante, une injustice devant laquelle nous ne sommes pas prêts à céder, une injustice devant laquelle nous sommes prêts. Nous sommes prêts aujourd'hui à utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour la combattre. Ils pensent que nous sommes là, nous dormons, et bien qu'ils se méprennent, qu'ils se détrompent. Nous sommes prêts aujourd'hui à aller et on va maintenir cette cadence-là, on va maintenir cette pression-là. Et en même temps, on va saisir les autorités qui siennent, à l'occurrence, pour porter notre plainte, pour que justice soit rendue. On n'est plus d'accord dans ce pays à ce que des concours, parce que la fille ou la femme ou le père ou le mari de X ou Y n'est pas admissible et qu'on annule le concours uniquement sur la base de ça. Nous sommes contre cela. Les gens ont souffert dans ce pays. La jeunesse a assez souffert. La jeunesse ne demande rien. Elle est compétente. On a lancé, elle est partie, elle a compétit, elle est admise de manière régulière. Ce qui prouve effectivement que quelque part, ils ont tort. Parce que tout ce qui est reproché à ces différents candidats ne fait nullement cas de leur mérite. Sur les 150 candidats qui se sont lancés dans ce concours, 20 seulement ont été validés selon le communiqué du ministère des Finances. Pourtant, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia, dans un communiqué en date du 30 août 2019, avait déclaré 102 candidats qui ont satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à ce concours. D'ores et déjà, le ministère des Finances a annoncé l'ouverture de nouveaux concours pour le 29 et 30 août 2020.
Une vingtaine de partis politiques réunis au sein du groupe des partis non affiliés a rendu public cet après-midi une déclaration au siège du PJP d'Oubara. Au centre de cette déclaration, la situation politique du pays. Le résumé de cette déclaration avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Le chronogramme présenté par la CENI lors du dernier Conseil national de dialogue politique CNDP n'a pas laissé indifférent le groupe des partis politiques non affiliés. En lieu et place de cette communication officielle sur les calendriers des échéances électorales, cette CENI, si dubitative, laisse place à des sous-débats qui présagent à nouveau un report des élections au 17 janvier 2021. Autrement dit, entre les deux tours des présidentielles, quelle intelligence! À ce niveau, notre groupe reste ferme sur l'organisation des élections locales avant toute autre élection, car cela est techniquement faisable. C'est pourquoi notre groupe propose 2 dates minutieusement étudiées, le 6 ou le 13 décembre 2020. S'agissant de l'enrôlement des Nigériens de la diaspora, notre groupe croit que la seule raison invoquée par la CENI, Covid-19, ne tient plus. Avec le constat du recul de la pandémie Covid-19, le groupe des partis non affiliés estime qu'il est opportun pour la CENI de déployer immédiatement des équipes dans les pays de la CEDEAO où le président de la République assure la présidence en exercice, ne serait-ce qu'à titre illustratif, afin d'évaluer dans quelle mesure cet enrôlement pourrait être étendu dans les autres régions du monde. S'agissant du fichier électoral biométrique et des cartes d'électeurs, notre groupe apprend avec amertume qu'en lieu et place de cartes biométriques, c'est plutôt une carte sécurisée que la CENI compte délivrer aux électeurs. Pour cette raison, le groupe des partis politiques non affiliés exige de tous les acteurs de ce processus électoral l'audit indépendant du fichier en cours d'élaboration. Seront fermement à la présence de nos représentants durant tout le processus d'impression des cartes électorales, aussi relatives aux cartes d'électeurs à imprimer. Nous demeurerons absolument vigilants quant à leur nombre qui doit être égal à celui des électeurs définitivement enrôlés. Nous scruterons de très près la distribution de ces cartes à l'intérieur et éventuellement à l'extérieur du Niger. Mieux, nous mettrons en alerte nos représentants pour dénoncer, voire déjouer toute manœuvre contraire aux principes garantissant les droits inaliénables des citoyens de retirer personnellement leur carte. Le groupe exprime la nécessité impérieuse d'une nouvelle convocation extraordinaire du CNDP pour une rencontre inclusive et en présence des grands témoins. Il invite également le président de la République, le chef de l'État, garant de la paix et de la cohésion sociale, à s'impliquer afin d'apaiser le climat politique nigérien pendant qu'il est encore temps. Cérémonie d'ouverture ce matin à la maison de la presse d'un atelier de formation des journalistes des régions de Tawa et Niamey sur le fact-checking. Un atelier organisé par le réseau des journalistes pour l'éducation et le développement Ranged sous le financement du Royaume du Danemark à travers Oxfam. Le compte rendu. Ce présent atelier organisé par le réseau des journalistes pour l'éducation et le développement Ranged, dont la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du président de la CENI, Maître Issa Kassouna, et du médiateur de la République, Maître Ali Srifi, porte sur le fact-checking. Un atelier au profit des journalistes de région de Tawa et Niamey qui rentre dans le cadre du projet de promotion de l'éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à l'information. Cette initiative du Ranged à quelques mois des élections générales au Niger a été financée par le Royaume du Danemark à travers Oxfam. Le président du Ranged, dans son adresse, a expliqué les raisons de l'organisation de cet atelier. Les journalistes ont un rôle capital de la société. Si le journaliste est mal informé,
il véhiculera des mauvaises informations. Nous sommes aujourd'hui à la phase de formation des journalistes, le fact-checking, qui veut dire en français la vérification de faits. La vérification de faits a un rôle extrêmement important dans nos quotidiens. Nous sommes dans le contexte de lutte contre l'insécurité. Nous sommes dans le contexte de lutte contre le Covid-19. Et surtout, nous préparons les prochaines élections à venir. Mais il faut le concours de nous autres, le média. En donnant une information de qualité, en évitant les discours de haine et en équilibrant l'information, en vérifiant le fait. Il ne s'agit pas de véhiculer une information, c'est un droit, mais de savoir quelle information on doit véhiculer au public. Si je reçois une information en tant qu'acteur ou usager de l'information, quelles sont les techniques qui me permettent de savoir si c'est une vraie information. Si c'est une photo, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit n'importe quoi pour tenir l'image de quelqu'un, on peut colmater une photo pour diffuser. Et nous, en tant qu'usagers, on doit savoir si on reçoit une information, le fact-checking, l'information qu'on va avoir aujourd'hui va nous permettre de savoir est-ce que cette information elle est vraie, est-ce qu'elle a des sources vraies et comment accéder à cette vraie information pour vraiment accompagner les processus de développement. En ouvrant les travaux de cet atelier, le président du Conseil supérieur de la communication a salué les activités que mène le RANGED au profit des journalistes nigériens avant de demander aux participants de suivre attentivement la formation afin d'en tirer profit. L'éthique et la déontologie constituent des valeurs cardinales de votre profession dont le respect vous évitera la diffusion de fausses informations et renforcera la crédibilité des informations que vous diffusez au quotidien à l'endroit des citoyens par la voie de conséquence la crédibilité de vos organes respectifs. Depuis février 2020, le RANGED entreprend des offensives de renforcement de capacité des journalistes et autres usages de l'information dans l'optique d'avoir des hommes et des femmes de médias bien outillés sur les fondements de l'éthique et de la déontologie pour mieux servir les citoyens dans la desserte de l'information fiable et crédible. C'est pourquoi, à travers ce projet financé par Oxfam et l'ambassade du Royaume du Danemark, le RANGED va une fois de plus toucher les journalistes de Niamey, Tawa, Maradi et Zender sur la technique de vérification des faits ou fact-checking. Mesdames et messieurs les journalistes, cette formation sur le fact-checking vient à point nommé car elle permettra aux médias que vous êtes d'être plus aguerris dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations de qualité au profit des populations à quelques mois des échéances électorales. Je tiens une fois de plus à féliciter et à encourager le RANGED pour ce travail important de renforcement des capacités des journalistes entrepris pour une presse professionnelle au Niger. 48 heures durant, les participants à cet atelier sur le fact-checking auront à apprendre davantage comment vérifier un fait avant sa diffusion. L'Organisation mondiale de la santé OMS a offert un important lot de bavettes au ministère des enseignements professionnels, un geste qui rentre dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. Cette cérémonie marque la remise officielle de 100 000 bavettes au ministère de la Santé publique et au ministère de l'Enseignement professionnel et technique par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cet appui de l'OMS à la population nigérienne rentre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé participe aux côtés du gouvernement pour pouvoir contribuer à la lutte contre la COVID. Et nous avons apporté notre modeste contribution à cet effort national. Nous avons voulu que ça se passe par le ministère des Enseignements professionnels pour qu'on puisse aider ceux qui travaillent dans ce volet-là à ce niveau pour pouvoir contribuer au volet économique de cette maladie et sortir un peu du volet santé, mais tout ça contribue à la santé. Donc nous avons voulu vraiment voir comment est-ce qu'on peut aller donner notre contribution dans d'autres secteurs pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la santé des Nigériens. Et nous voyons le résultat aujourd'hui, toutes ces bavettes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est notre petite contribution et nous espérons faire mieux la prochaine fois. Ce geste de l'OMS est vivement salué par les autorités. En tant que ministère en charge de la formation professionnelle, l'objectif que nous avons visé, c'est de permettre que cette question de confection de masques puisse aider à la formation des jeunes filles. Vous avez
observé, nous venons de visiter ces ateliers qui sont habités par des jeunes filles qui ont des problèmes de santé. Il s'agit de jeunes filles fistuleuses, des jeunes filles qui sont abandonnées, et qui ont des problèmes sociaux et qui ont des problèmes de santé. Et donc, ça a l'avantage aussi, au-delà donc de la production des masques, de permettre la formation de ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent s'insérer socialement. 5 000 bavettes, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand vous prenez rien que nos enseignants, en tout cas qu'on avait estimé à près de 80 000, donc ça peut couvrir au-delà des besoins de nos enseignants du Niger. On peut aujourd'hui estimer, en tout cas l'appui de l'OMS, depuis le début de cette pandémie jusqu'à la date d'aujourd'hui, à près de 2 milliards. Ça, c'est ce qu'ils ont acheté en termes de médicaments, en termes de bavettes, en termes d'appui. Sans parler des autres appuis techniques, des autres appuis qui n'ont pas été, en tout cas, évalués. Et c'est l'occasion, en tout cas, pour féliciter et remercier la représentante ici, qui est pratiquement toujours avec le gouvernement, toujours avec le ministère de la Santé, avec les autres ministères et qui interviennent dans le cadre de la gestion du Covid. Ainsi, cet appui de l'OMS doit interpeller d'autres structures afin de mettre fin à la pandémie de la Covid-19 au Niger et dans le monde en général. Pour rappel, ces bavettes ont été confectionnées par des jeunes filles et garçons, une façon pour lutter contre le chômage des jeunes. L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a démantelé 2 grands réseaux de trafic international qu'il a présentés ce matin à la presse. Le résumé avec Hamza Sakou et Halidou Bourema. Fidèle à sa mission de lutte contre le trafic illicite de drogue, l'Office central de répression du trafic des stupéfiants, OCRTIS, vient une fois de plus de démanteler 2 réseaux de trafic international de drogue à haut risque. Il s'agit essentiellement de cocaïne, d'héroïne et de crack que compose cette saisie. Le premier réseau est constitué de 9 individus, parmi lesquels il y a une fille, un mineur, et tous de nationalité étrangère, qui ont été interpellés la nuit du 4 juillet 2020 au quartier Balafon et aéroport de Niamey. Disons, parmi ces 9 individus interpellés, 2 sont déjà connus par les services de l'OCRTIS, donc de répression du trafic illicite des stupéfiants, et qui sont activement recherchés. Il a lieu de préciser que l'essentiel de ces délinquants ont une activité principale qui est la vente des pièces détachées automobiles. Suite donc aux investigations menées pendant plusieurs jours, il a été saisi plusieurs quantités de drogue et des produits de synthèse ainsi que de matériel servant à l'usage et à la fabrication du crack. Ainsi, au cours des perquisitions, il a été saisi entre autres 115 grammes d'héroïne, 48 grammes de cocaïne, 50 grammes de crack. Il y a carbonate de sodium. Des actes de cession ont été également saisis, des chéquiers, divers documents et un véhicule. Il faut le préciser que cette opération nous a permis donc de découvrir depuis 2018 3 laboratoires artisanaux de fabrication de drogue ici à Niamey. Le deuxième réseau, il s'agit d'un groupe de 7 personnes de nationalité nigérienne interpellées à Zender et à Niamey. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaire a commencé à Zender, où au cours de des investigations, il a été interpellé un des trafiquants avec son complice au quartier Jeune Cadre le 3 juillet 2020. Les perquisitions de la chambre d'auberge occupée donc par les trafiquants a permis de saisir 1 kg 375 grammes de méthamphétamine. Ces véhicules ont été également saisis. Occasion saisie par le procureur de la République pour encourager et exhorter l'Office à redoubler plus d'efforts pour mettre hors d'état de nuire ces trafiquants. Le sentiment qui m'anime après cette saisie, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté
vis-à-vis de ce service d'élite qui a quand même toujours fait ses preuves dans la lutte contre le trafic de produits contrefaits et de la drogue en général au Niger. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à venir personnellement encourager le CRITIS et les apporter tout le soutien du parquet, parce que la lutte contre la drogue impacte obligatoirement sur la lutte contre tous les crimes. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants invite la population à plus de vigilance et de collaboration avec ses services et les autres forces de défense et de sécurité. Avant votre rubrique chronique judiciaire, cette pensée quotidienne à l'endroit des acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page à TLP Niger, qui vont passer leur 114e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Comme chaque semaine, place à votre rubrique chronique judiciaire. Cette semaine, Maître Nebi Amani Mustafa nous éclaire sur la notion de la garde à vue. Très bonne réception. Il faut rappeler que la garde à vue, c'est une mesure qui permet à un officier de police judiciaire de détenir une ou plusieurs personnes, soit à des faits d'enquête, soit parce qu'il existe des éléments, des indices graves et concordants à l'égard de ces personnes. L'objectif étant d'empêcher cette personne de faire disparaître des preuves, de faire pression sur des témoins ou à tout le moins de fuir la justice. Seul l'officier de police judiciaire peut garder une personne à vue. Les personnes qui ont compétence ou qui ont cette qualité d'officier de police judiciaire sont définies par l'article 16 de notre code de procédure pénale. Je disais tantôt que c'est des indices graves et concordants qui, le plus souvent, amènent l'officier de police judiciaire à garder une personne à vue. En dehors de cette personne, aucune autre personne, je dis bien, ne peut retenir une personne qu'aucune infraction lui est reprochée. Il faut d'abord, au préalable, avoir cette qualité d'officier de police judiciaire. La garde à vue est bien évidemment bien encadrée par la loi. Les délais en sont prévus, les droits sont reconnus à la personne gardée à vue et l'auteur, la personne qui met cette personne à garde à vue a aussi des devoirs. Pour ce qui est du droit commun de la garde à vue, c'est l'article 71 de notre code de procédure pénale qui parle de cela, qui nous dit si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures. C'est cela le principe. Une personne ne peut être gardée à vue plus de 48 heures, renouvelable une seule fois.
eh bien, il y a des exceptions qui ont été prévues à côté de ce principe de 48 heures renouvelables une fois, qui ont été prévues par la loi. D'abord, il s'agit du cas de l'infraction de terrorisme. En matière de terrorisme, c'est l'article 605.5 qui nous dit que la garde à vue en cette matière est de 15 jours. 15 jours, renouvelable une seule fois. Et on dit, par autorisation écrite du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ou du juge d'instruction de la dite juridiction. Il y a aussi une exception en matière de drogue. En la matière, la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois, là aussi sur autorisation écrite, je dis bien, du procureur de la République. Donc, à entendre par autorisation écrite, le procureur ne peut pas prendre son téléphone, ou le PJ ne peut pas prendre son téléphone pour dire au procureur que j'ai gardé telle personne à vue, le délai ayant dépassé, est-ce que je peux reconduire ou prolonger, autant pour moi, cette mesure? Il peut le faire, mais il reste dans la violation de la loi. Donc, à la matière, on dit, à côté de cette première prolongation de 48 heures, eh bien, une deuxième prolongation écrite peut être accordée dans les mêmes conditions, mais pour une durée qui ne peut excéder 24 heures. Donc, là même, l'autorisation doit être écrite. À côté de ces deux exceptions, il y a la situation particulière du mineur. Parce qu'il faut retenir que depuis un certain temps, à l'échelle internationale, tout comme à l'échelle nationale, autant de lois sont intervenues pour protéger cet être fragile. C'est pourquoi au Niger, il y a la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions du mineur, qui nous précise que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Mais à côté, on dit qu'il peut être mis à la disposition d'un officier de la police judiciaire avec l'accord écrit du procureur de la République, sans être placé en chambre de sûreté. Mais même dans ce cas, je dis bien, le délai ne peut dépasser 12 heures. Il y a la situation du mineur âgé de 13 à 18 ans. Certes, il peut être placé en garde à vue, mais il ne peut pas être mis en chambre de sûreté avec les majeurs. Et la particularité, c'est que pour ce mineur placé en garde à vue, aussitôt que l'officier de la police judiciaire le met en garde à vue, il doit, je dis bien, il doit informer ses parents. Il doit commettre par voie de réquisition un médecin qui doit examiner le mineur, conformément à l'article 71 du Code de procédure pénale. Il doit, dans les mêmes conditions, aussi commettre un travailleur social qui doit faire une enquête sociale et de personnalité sur le dit mineur. Tout cela, c'est pour protéger cet être plus fragile. Et mieux encore, le mineur gardé à vue a droit à l'assistance d'un conseil. C'est cela que je trouve inadmissible. Le législateur s'est donné cette peine pour accorder cette protection très élevée aux mineurs. Parce qu'aujourd'hui, l'assistance d'un conseil, c'est vraiment indispensable et capital. C'est même une obligation de par la loi. Qu'un mineur ne peut pas être gardé à vue sans qu'on puisse lui choisir un conseil.
c'est l'article 10 de la loi 2014 déterminant le fonctionnement et la procédure à suivre devant les juridictions du mineur qui nous dit cela. Si le mineur n'a pas cette possibilité de désigner par le biais de ses parents un conseil, eh bien, on dit l'officier de la police judiciaire doit immédiatement rendre compte au procureur pour lui dire que j'ai gardé dans mes locaux un mineur, il n'a pas un conseil qui l'assiste, de bien vouloir informer le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour l'assister. C'est une obligation légale. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, aujourd'hui, vous allez faire le tour des différents locaux où on peut faire des gardes à vue. Vous n'allez jamais rencontrer une telle situation où un mineur est interpellé, où on demande au procureur de la République de bien vouloir saisir le juge des mineurs pour désigner un conseil commis d'office. Parfois, on le fait assister juste pour l'entendre par ses parents. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit droit à l'assistance d'un conseil. Et plus loin, on nous explique que si le mineur n'a pas les moyens pour prendre un conseil, aussitôt on rencontre au procureur de la République qui saisit le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour assurer la protection de cet être plus fragile. Et mieux encore, cette loi nous dit le mineur victime ou témoin doit tout autant être assisté. Donc, ce n'est pas que ce mineur-là qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction. Non, même ce mineur victime ou témoin a droit à l'assistance d'un conseil. Et les personnes gardées à vue ont autant de droits aussi. Parce que, aussitôt qu'une personne est gardée à vue, l'officier de la police judiciaire doit, dans une langue que la personne maîtrise, lui faire comprendre ce pourquoi la personne est là. Ce qui lui est reproché exactement. S'il décide de le garder à vue, il doit l'informer qu'il est gardé à vue à compter de telle heure. Il doit aussi lui informer la durée de cette garde à vue-là. Il doit, dans les mêmes conditions, commettre un médecin pour examiner la personne, pour vérifier son état avec la garde à vue. Parce qu'aujourd'hui, il se peut que c'est une personne qui est atteinte, par exemple, du diabète ou bien d'autres maladies qui ne permet pas de les garder dans certains locaux. Eh bien, tout cela, on doit vérifier. Parce qu'au-delà de la commission de l'infraction, c'est des êtres humains qui ont des droits inaliénables qu'on est en train de garder. Donc, il faut les mettre vraiment dans cette protection que la loi leur accorde. Eh bien, à côté de tout cela, l'officier de la police judiciaire doit permettre à la personne d'informer sa famille et son employeur. Si c'est une personne étrangère, eh bien, on doit lui permettre d'informer le consulat de son pays pour qu'on sache les conditions dans lesquelles la personne se retrouve. On doit aussi l'informer de son droit de répondre aux questions qui lui seront posées et lui dire que s'il veut, il peut garder le silence. Mais à côté de tout cela, je dis bien, on doit informer la personne de son droit de prendre un avocat. Avant l'avènement du règlement 5/2002 de l'UEMOA, en fonction de l'infraction, si c'est le droit commun, c'est à partir de la 24e heure. Si c'est pour l'infraction de drogue, c'est à partir de la 48e heure et l'infraction de terrorisme. Mais avec le règlement de l'UEMOA, on dit dès l'interpellation. Donc,
Avant même d'amener, par exemple, si la personne a été interpellée à son domicile ou à un autre lieu, avant même de l'amener dans leurs locaux, on doit l'informer de son droit de prendre un avocat. Mais à côté de tout cela, il y a une seule exception prévue par la loi où expressement on dit bien qu'une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. C'est en matière d'infraction sur le délit de presse. Donc en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Aussi, la garde à vue ne peut être opérée dans ces conditions. Mais là, la loi n'a pas défini ce qu'il faut entendre par délit de presse. Seulement là, il faut se retourner dans les infractions prévues dans l'ordonnance 2010-37 du 4 juillet 2010. Pour toutes ces infractions, une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. La garde à vue, c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire de l'officier de police judiciaire, surveillé par le procureur de la République, qui est encadré strictement par la loi, qui reconnaît des droits et des obligations aux personnes gardées à vue.